Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus pour une séance de commentaires sur les résultats de 2012 qui montrent que nous sommes sur la bonne voie dans la réalisation de nos objectifs de moyen et de long terme. 2012 a été pour le groupe une année solide et une année qui montre que nous sommes bien engagés dans la voie de la réalisation d'ambitions AXA. La performance sur le plan du développement, sur le plan du chiffre d'affaires, comme sur le plan du résultat, est en ligne avec ce que nous attendions, parce que l'exécution a été au rendez-vous, que ce soit en matière de développement ou en matière de restructuration, réorganisation d'un certain nombre d'activités. C'est une année aussi où la solidité du groupe s'est renforcée, solidité de ses opérations, solidité de son bilan. Pourquoi est-ce qu'elle s'est renforcée? Parce que nos résultats sont bons, parce qu'aussi un certain nombre d'activités qui avaient moins contribué que par le passé au développement et à la profitabilité sont en train de retrouver le chemin d'une croissance et d'une profitabilité plus normale. Je pense en particulier à l'asset management et aux États-Unis, dont nous allons reparler. C'est aussi une année de poursuite de notre transformation. Vous verrez que sur les métiers nouveaux, sur les géographies nouvelles, la croissance a continué d'être forte. Alors sur ce thème de la transformation du groupe, qu'est-ce que l'on peut dire? La performance de 2012, comme je le disais à l'instant, nous considérons qu'elle est bonne. Le chiffre d'affaires progresse de 2% à données constantes, de 5% si l'on regarde le brut. Nous gagnons des clients, nous avons franchi la barre symbolique des 100 millions de clients. Nous en gagnons dans à peu près toutes les géographies, ce qui montre que notre offre est performante et que nous savons convaincre davantage de clients chaque jour. Le résultat opérationnel, et ça je crois que c'est un élément extrêmement important parce que c'est ce qui nourrit la croissance de long terme du groupe. Ce résultat opérationnel progresse de 9%. Je vous rappelle que dans le cadre d'Ambition AXA, nous avons une fourchette qui est une progression de l'ordre de 5 à 10% chaque année si l'environnement est un environnement à peu près normal. En 2012, malgré un environnement qui n'a pas toujours été facile, et en particulier malgré la baisse des taux d'intérêt qui affecte un certain nombre d'activités d'assurance, eh bien, le résultat opérationnel a progressé de 9%. Le résultat courant, lui, a progressé de 28% parce que nous avons été en mesure de réaliser davantage de plus-value qu'au cours de l'exercice précédent. Alors, certains d'entre vous me diront, oui, mais le résultat net a stagné. Je vous rappelle que l'année dernière, le résultat net comprenait un certain nombre d'éléments exceptionnels qui étaient liés à la cession d'activité. Ces éléments ne se retrouvent pas cette année. Donc si l'on compare des choses comparables, le résultat net, et Denis Duverne en parlera, est lui aussi en très nette progression. Renforcement de la solidité du bilan, c'est visible quand on regarde le volume des capitaux propres, qui progresse à 2 chiffres. C'est visible aussi quand on regarde sur une durée un petit peu plus longue que le seul exercice, le ratio d'endettement. Nous étions en 2009 à un ratio d'endettement qui était de l'ordre de 30%. Nous avons décidé de le réduire. Nous sommes à 26%. Notre objectif pour 2015 est d'être à 25%. Vous voyez que nous en sommes dorénavant très proches. Nos ratios de solvabilité, le ratio de solvabilité mesuré par Solvabilité 1, qui est encore la méthode en vigueur, est à son plus haut historique. Le ratio de solvabilité mesuré en utilisant les méthodes de mesure de solvabilité 2 est lui aussi à un niveau très élevé. Denis Duverne en parlera tout à l'heure puisqu'il est au-dessus de 200%. Donc, la performance est solide. Elle résulte aussi du fait que nous essayons de construire ce que nous appelons un groupe plus collaboratif, plus efficace. AXA est un groupe global, présent dans un très grand nombre de pays. Pour faire de ce caractère global un avantage compétitif, il faut extraire des synergies.
pas seulement sur les sujets de dépenses, il faut le faire aussi sur la distribution, sur les produits, sur la manière qu'ont les équipes de fonctionner entre elles. Et ce que nous avons fait en créant des lignes de métiers mondiales en 2010, une ligne de métier vie, qui est dirigée par Jacques de Vaucleroy, une ligne de métier dommage, qui est dirigée par Jean-Laurent Granier. Tout ceci nous permet de tirer plus d'efficacité de nos opérations. Tout ceci nous permet de progresser. Et vous verrez également que la performance opérationnelle reflète les efforts que nous avons faits en matière de productivité. Et les équipes qui sont sous l'autorité de Véronique Weil ont contribué à ces résultats et nous permettent aujourd'hui de relever les objectifs d'économie que nous avons à horizon 2015. Nous avons fait des économies significatives sur notre fonctionnement en 2012. Nous relevons l'objectif que nous avons pour 2015 dans ce domaine. La vie du groupe ne se résume pas à son seul compte d'exploitation et à ses seuls résultats. Nous nous comportons comme une entreprise, je dirais, responsable et engagée. Nous considérons que le métier d'assurance dépasse très largement la vision caricaturale qu'un certain nombre de gens peuvent en avoir parfois de l'extérieur. Nous ne nous contentons pas d'encaisser des primes et de rembourser des sinistres. Notre métier a une composante qui est beaucoup plus large. Nous agissons en amont, nous agissons en aval. Nous agissons en amont pour mieux connaître les risques et mieux les faire connaître. Nous agissons en aval pour mieux en réparer les conséquences lorsque ces risques se produisent. Et les éléments qui sont sur ce slide vous montrent qu'au travers des efforts que nous faisons sur le Fonds pour la recherche, qui est une initiative tout à fait unique en son genre, puisqu'AXA a consacré, depuis maintenant à peu près 5 ans, 100 millions d'euros à financer de la recherche fondamentale dans le monde, dont nous ne sommes d'ailleurs pas propriétaires, pour faire avancer la connaissance sur les grands risques naturels, sur les grands risques démographiques et de santé, sur les grands risques financiers. Les partenariats que nous nouons avec des organisations non gouvernementales en matière de prévention des désastres, comme celui dont l'exemple est donné sur cette slide avec CARE, comment peut-on aider les populations dans les zones fragilisées à prévenir les désastres? Tous ces éléments, ce que nous faisons pour essayer de mieux faire connaître notre métier, montrent que nous nous engageons dans une politique tout à fait sérieuse et approfondie de responsabilité d'entreprise et de responsabilité sociale. Nous essayons de renforcer ce que nous appelons notre agilité, notre mobilité. Le monde économique dans lequel nous vivons est marqué à la fois par un nombre d'opportunités croissantes, mais aussi par une exigence de rapidité et de réactivité de plus en plus forte. Les endroits dans lesquels la croissance se produit se déplacent, les aspirations des clients changent à des rythmes extrêmement rapides. Les organisations qui sont des organisations lourdes, peu réactives, ont beaucoup de mal à survivre dans cet univers. Donc nous essayons de combiner les avantages que nous tirons d'une taille globale avec ce que nous pouvons tirer d'une agilité plus grande. Et le succès de ces efforts, vous pouvez le mesurer à la progression qui est la nôtre dans les pays émergents et dans les nouveaux métiers. Vous verrez au travers de cette présentation, même si elle est synthétique, que l'exposition d'AXA aux zones de croissance n'a pas cessé d'augmenter et continuera d'augmenter de façon assez significative dans les années qui viennent. Tout ceci fonctionne puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous avons franchi cette année la barre des 100 millions de clients, puisque nous sommes aussi la première marque d'assurance dans le monde, et ceci pas pour la première année. C'est la 3e année consécutive que nous sommes la première marque d'assurance dans le monde. Nous considérons que c'est une force du groupe et nous entendons bien nous battre sur ce sujet. Je vous parlais de la contribution des marchés ou des segments à forte croissance. Nous vous avons mis là, à titre d'illustration, ce que représentent ces marchés ou ces segments à forte croissance en 2012, ce qu'ils représentaient en 2009, et j'ai en tête les chiffres de 2007. Alors, qu'est-ce que nous appelons segments et marchés à forte croissance?
les pays émergents et les activités émergentes, si on peut dire. Les pays, c'est les pays d'Asie en dehors du Japon, les pays d'Amérique latine, c'est un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Les activités émergentes, ce sont les activités comme l'assurance directe, l'assurance par Internet, qui est un segment qui se développe rapidement. Eh bien, ces activités, elles représentaient en assurance dommage comme en assurance vie 4% de l'activité du groupe en 2009. Elles en représentaient, comme vous le voyez sur ce graphique, 4% en 2007, excusez-moi. Elles représentaient 15% en 2009, 21% en 2012 pour l'activité d'assurance dommage. Elles représentaient sur l'activité d'assurance vie 4% en 2007, 7% en 2009, 17% en 2012. Et ceci dans un groupe qui a continué de se développer. Donc vous voyez que même si, encore aujourd'hui, l'essentiel de nos activités continue de se faire dans les pays dits développés, l'accélération dans les pays et sur les activités émergentes est une accélération qui est très forte. AXA a été considéré comme étant un peu en retard par rapport à un certain nombre de ses concurrents dans ce domaine il y a quelques années. C'est une différence que nous sommes en train de combler à vitesse accélérée. Nous sommes d'ailleurs devenus en Asie le premier assureur dommages international. Illustration de ce développement symbolique et récente, la joint venture que nous avons sur le marché chinois de l'assurance vie avec ICBC. Nous avions une activité d'assurance vie avec un autre partenaire. Notre périmètre a évolué. Nous avons maintenant une joint venture avec ICBC, qui est la première banque chinoise et la première du monde, par le nombre de ses clients. Vous voyez que le chiffre d'affaires entre le premier semestre 2012, où nous n'avions pas cet accord, et le deuxième, a été multiplié par 2,5. Et ça n'est que le début du développement de cette affaire. Renforcer notre agilité, ça se traduit aussi par l'évolution que nous voulons voir se produire sur nos activités d'assurance dommage comme sur nos activités d'assurance vie. Et là aussi, il faut essayer de remettre les choses en perspective. Notre chiffre d'affaires en dommages continue de croître. Nous sommes dans les grands groupes mondiaux celui dont l'activité dommage depuis 2000 a progressé le plus vite. En 2000, notre chiffre d'affaires en dommages était de 16 milliards d'euros. Il est aujourd'hui pratiquement du double. Nos ratios combinés continuent de s'améliorer, ce qui montre que ce développement ne se fait pas au détriment de la profitabilité. Quand on regarde les affaires d'assurance vie, d'épargne de retraite, c'est-à-dire l'épargne, la santé, la prévoyance, on constate là aussi que ces efforts d'agilité portent leurs fruits. Nous nous sommes fixés comme objectif d'augmenter la part de la prévoyance et de la santé, parce que ce sont des activités qui ont de bonnes marges et qui ont des perspectives de développement en matière de chiffre d'affaires significatives. Vous voyez qu'en l'espace de 3 ans, à l'intérieur de notre chiffre d'affaires, la part de ces activités de prévoyance et de santé a progressé d'1 tiers, au détriment de ce que l'on appelle les fonds généraux en épargne, qui sont, pour la France par exemple, les fonds en euros classiques, qui sont des activités qui aujourd'hui sont moins attractives pour nos clients et moins attractives pour nous. Donc l'effort d'évolution du mix d'affaires porte ses fruits. Voilà ce que je voulais vous dire de façon très synthétique avant de passer la parole à Jacques de Vaucleroy. Retenez de cela que l'année 2012 est une année dans laquelle les résultats sont solides et nous permettent de poursuivre notre marche en avant. Jacques, à toi. Bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter donc les principaux chiffres pour l'activité vie, épargne et retraite. Pour mémoire, vous savez donc que nous sommes actifs dans un peu plus de 30 pays. Et ce qui est important, nous avons une excellente diversification, tant en termes de métiers, où nous sommes, vous voyez que la prévoyance et la santé représentent déjà une très grande part de notre activité, près de 40%, donc une bonne balance entre les activités d'épargne, les métiers d'épargne et les métiers de prévoyance et santé. Vous voyez aussi à l'écran que nous avons une belle diversification aussi sur le plan des réseaux de distribution,
avec à peu près 50% de nos produits qui sont distribués par nos réseaux exclusifs d'agents généraux et de salariés commerciaux. Via ces différents réseaux de distribution, nous avons collecté l'année dernière 3,9 milliards d'euros supplémentaires. Nous sommes convaincus que cette diversification est un plus, elle l'est pour nos clients qui peuvent accéder à nos produits par l'intermédiaire ou les intermédiaires qu'ils choisissent. C'est aussi un gage de solidité et cette solidité nous a permis de verser encore cette année plus de 11 milliards d'euros de prestations à nos clients en prévoyance et santé et près de 5,2 milliards d'euros d'intérêts sont venus augmenter la valeur de leur épargne placée en fonds euros. Je voudrais maintenant vous parler de la dynamique commerciale et donc vous parler de l'évolution des ventes au cours de l'année dernière. Au total, les affaires nouvelles ont progressé de 3% en 2012 et c'est le reflet, comme Henri l'a dit, d'une bonne dynamique commerciale. Tandis que notre marge sur affaires nouvelles, elle, est en hausse à 31%, en progression par rapport à l'année dernière, puisqu'elle se retrouvait, elle était l'année dernière à 25%. Cette progression est tirée principalement par les produits de prévoyance et par les santé et par les unités de compte. Je rappelle que cette marge, elle reflète un calcul actuariel et que ce n'est pas la marge effectivement réalisée chaque année sur les primes collectées. C'est toutefois un très bon point de comparaison, une bonne mesure de comparaison entre les différents produits. Comme je l'ai dit, cette croissance des ventes s'explique notamment par la très bonne dynamique des produits prévoyance et santé, dont les ventes augmentent de 7% par rapport à l'année dernière, grâce notamment à l'Asie, incluant le Japon. Ces produits représentent aujourd'hui à peu près 40% des affaires nouvelles du segment vie, épargne, retraite, contre 38% l'année dernière. Et au total, la collecte nette sur ces produits s'élève à 4,8 milliards d'euros. Comme vous le savez, nous sommes très motivés à continuer notre développement dans ce segment d'activité. Nous pensons qu'il y a une bonne dynamique de développement car les besoins des clients augmentent et de la même manière, ce sont des clients qui présentent un excellent profil de rentabilité plus satisfaisant que certains autres segments de notre métier. Les unités de compte progressent également bien. Les ventes se redressent par rapport à 2011 puisqu'elles progressent de 2% avec une collecte nette de 2,8 milliards d'euros. Nous enregistrons de belles ventes aux États-Unis mais aussi au Japon et en Europe continentale. S'agissant du fonds général, ici l'évolution est conforme à nos attentes et à notre stratégie sélective qui se traduit donc par une diminution des ventes. Nous enregistrons une collecte les ventes moindres sont principalement le résultat d'une grande sélectivité tant en France qu'en Italie et qu'en Allemagne. Nous pensons en effet que dans un environnement de taux bas qui se prolonge, ce ne sont pas les produits qui sont les meilleurs en termes de besoins d'épargne pour nos clients et, comme vous le savez, sont aussi des produits qui sont très onéreux sur un plan capitalistique. Enfin, nous enregistrons une bonne progression de 13% des ventes sur le segment des OPVCM et ça principalement grâce aux belles performances aux États-Unis et au Royaume-Uni. Je dois signaler que cette évolution, cette dynamique est tout à fait conforme à la stratégie que nous avons, qui est concrétisée dans le plan Ambition AXA, dans lequel nous avons vraiment la volonté de mettre l'accent sur les produits de prévoyance et santé d'une part et les unités de compte d'autre part. Si nous regardons maintenant l'évolution des ventes dans une perspective marché, première chose, et ça, Henri y a déjà fait allusion, on remarque que 83% de nos ventes sont réalisées dans les marchés matures, ce qui veut donc dire que 17% de nos ventes sont réalisées dans les marchés à forte croissance. Si on se place 2 années en arrière, les marchés matures représentaient à cette époque-là 90% des affaires nouvelles. On voit donc que le mix géographique est ici aussi dans les activités vie en forte croissance et clairement c'est notre volonté de continuer à augmenter la part relative des marchés à forte croissance. Quelques indications sur les marchés matures où les ventes progressent d'à peu près 2% avec une collecte nette d'environ 2,5 milliards d'euros. La France reste le pays le plus contributeur. En France, les ventes progressent de 3%, principalement grâce aux bonnes performances des produits en prévoyance et santé et en unités de compte structurées. Il est important de souligner que dans un contexte et un environnement compliqué que vous connaissez bien, la collecte nette en France reste positive à hauteur de 1,1 milliard d'euros.
Je voudrais aussi souligner les belles ventes aux États-Unis, une croissance de 14%. C'est le signe que notre nouvelle stratégie commerciale commence à porter ses fruits. Parlons aussi du Japon, grâce notamment aux produits de prévoyance qui sont distribués par nos canaux de chambres de commerce et d'industrie d'une part et les réseaux d'agences. Les ventes progressent de 17%. Globalement donc, la marche sur les affaires nouvelles s'élève à 29% dans les pays matures. S'agissant maintenant des pays à forte croissance, globalement, ici les ventes progressent de 4%, avec une collecte nette de 1,5 milliard d'euros. Si nous excluons les pays d'Europe centrale et de l'Est, où réellement l'activité est fortement ralentie, la croissance des ventes est très importante. On a ici une croissance dans l'ensemble des autres marchés, à l'exclusion des pays d'Europe centrale et de l'Est, de 15,5%. Important de souligner la très belle croissance de l'Asie, plus 17%, avec des excellentes performances à Hong Kong et en Asie du Sud-Est, en incluant l'Inde et la Chine, plus 21% en comparable sur cette région-là. Enfin, la marche sur les affaires nouvelles dans les pays de croissance s'élève à 44%. Le résultat opérationnel par activité, avant impôt. Vous le voyez, l'activité la plus contributrice reste largement la prévoyance et la santé, et elle est stable sur une base comparable. Cela s'explique notamment par les coûts d'acquisition et par les commissions qui sont fortement en hausse en raison de l'accroissement des ventes dans un certain nombre de pays que j'ai déjà mentionnés, notamment l'Asie et le Japon. Le résultat opérationnel du fonds général, de l'activité de fonds général est en forte hausse. Cela reflète à la fois notre sélectivité commerciale et notre rigueur dans la gestion des coûts. Enfin, vous voyez la bonne progression du résultat des unités de compte, c'est clairement une satisfaction. Ceci reflète la normalisation de la situation aux États-Unis, avec un retour à la normale au niveau des résultats, notamment de hedging. Il est donc intéressant aussi de constater que la prévoyance et la santé représentent désormais à peu près 2/3 du résultat opérationnel avant impôt en vie, épargne et retraite. Enfin, pour conclure cette présentation, voici le résultat opérationnel total après impôt, ainsi qu'une répartition par pays et région. Les performances ou lignes de produits que je viens de mentionner se traduisent par une forte progression en base comparable de 19%, ce qui, je crois, constitue une très belle progression dans un environnement qui n'a pas été toujours favorable compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Ce très bon résultat, et vous le voyez sur la droite, est notamment tiré par les États-Unis qui sont en très forte hausse. Nous bénéficions en 2012 d'une base de comparaison favorable puisque l'année dernière, vous en rappelez, le coût des variable annuity avait eu un impact extrêmement défavorable sur le résultat opérationnel de ce pays. Je voudrais aussi souligner les belles performances en France, au Japon et en Asie, et notamment concernant l'Asie. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le 4e contributeur pour notre activité de vie, épargne et retraite. Vous savez que c'est une région qui est en forte croissance. Vous connaissez notre volonté de continuer à améliorer et augmenter nos ventes dans cette région. Et déjà aujourd'hui, elle représente une part importante de notre résultat. Je crois que cette évolution illustre aussi l'amélioration de notre mix d'activités, évoqué tout à l'heure, avec un accent davantage marqué sur les produits de prévoyance et de santé et sur les unités de compte. Merci pour votre attention et je passe volontiers la parole à Jean-Laurent. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les principaux chiffres et résultats de l'activité d'assurance dommages du groupe. Un petit aperçu général pour commencer. Rappeler que nous avons une présence directe dans plus de 40 pays dans le monde en assurance dommages. Nous sommes dans cette activité le 4e assureur mondial et nous avons un chiffre d'affaires qui est de 28 milliards d'euros dans le segment spécifique de l'assurance dommages tel que nous le décrivons et que l'on peut compter également à 31,3 milliards d'euros en rajoutant l'activité d'assurance internationale qui est faite par AXA Corporate Solutions.
Les grands agrégats ou les grandes masses de notre activité pour cette année, cela représente 19 milliards d'euros d'indemnisation versées à nos 10 millions de clients dans ce domaine. Et pour être un peu plus précis, un peu plus concret, 6,5 millions de sinistres payés ou réglés en assurance automobile, représentant 7 milliards d'euros dans ce domaine-là. Une partie, peut-être un élément plus spécifique de notre activité, nous sommes désormais le premier assureur international en Asie pour l'assurance dommages. Ceci naturellement grâce au bond en avant que nous avons pu faire grâce à l'acquisition des activités d'assurance dommages d'HSBC à Hong Kong et à Singapour, marchés dans lesquels nous avons désormais une position dominante. Et nous sommes également le 3e assureur direct en Europe, avec une plateforme très bien développée en Europe et en Asie, qui constitue l'une des spécificités et l'une des forces pour l'avenir du groupe. En termes de distribution, notre distribution est équilibrée entre des réseaux qui nous appartiennent, qui sont des réseaux qui portent la marque AXA, les réseaux d'agents qui représentent 40% de l'activité, et les réseaux de courtiers avec lesquels nous travaillons pour 46% de l'activité. L'activité directe dont je viens de parler représente désormais 11% et c'est un segment qui se développe, dont le poids dans notre activité dommage ne cesse de croître. Et enfin des partenariats pour 5% de notre chiffre d'affaires total. J'ai notamment mentionné celui qui nous liait à HSBC dans de plusieurs régions. En termes de mix d'activité, l'activité est équilibrée entre celle qui se fait au bénéfice des particuliers et celle qui se fait au bénéfice des entreprises. 54% de l'activité totale, y compris assurance internationale, se fait dans le segment des particuliers, 36% au bénéfice des entreprises dans les marchés locaux et 10% au bénéfice des entreprises dans le cadre des programmes internationaux. Donc voilà pour je dirais, la photographie générale de l'activité dommage du groupe. Si nous regardons maintenant la dynamique, comment ceci a évolué en 2012, la croissance totale de ce segment est de 3%. Henri rappelait tout à l'heure, depuis les années 2000, le fait que l'activité a quasiment doublé. Nous sommes aujourd'hui à 28 milliards 315 millions d'euros, plus de 30 si on ajoute l'assurance internationale. Et donc cette croissance se fait à la fois dans les marchés matures et dans les marchés émergents où il y a forte croissance, et également en direct. Si nous détaillons un peu plus domaine par domaine comment l'année 2012 s'est déroulée, dans les marchés matures, nous avons, disons en gros, deux groupes. Des marchés dans lesquels l'activité, en dépit d'un marché saturé de la crise économique, a pu continuer à se développer de manière satisfaisante. 2% d'augmentation du chiffre d'affaires en France, 3% en Italie, 5% en Allemagne, alors que dans d'autres pays, notamment en Europe du Sud, nous étions marqués par la récession, la crise économique et la contraction du marché. Au total, les marchés matures ont quand même vu leur chiffre d'affaires progresser de 2%, avec un gain de 133 000 clients, ce qui est significatif. Pour ce qui est des marchés à forte croissance, la croissance est cette fois à 2 chiffres, plus 12%, que l'on rencontre à la fois en Asie, le chiffre d'affaires consolidé de l'Asie en assurance dommage progresse de 11%, et dans les pays de la région Méditerranée et Amérique latine, où nous avons une croissance de 12% de l'activité. Le segment direct est un segment important. Alors le chiffre de plus 2% qui est ici sur le tableau mérite un commentaire un peu plus précis. En fait, il y a eu une restructuration d'activité de portefeuille spécifique au Royaume-Uni qui fait que ce chiffre d'affaires a baissé de 17% au Royaume-Uni, alors que dans l'ensemble des autres pays où nous opérons en direct, notamment en France, en Espagne et en Italie, au Japon, en Corée, l'activité a progressé de 9%. Et la dynamique, le retour à la dynamique est attendu au Royaume-Uni pour que l'ensemble du segment direct retrouve une progression au même rythme. Et si l'on regarde comment les gains de nouveaux contrats de plus d'1 100 000 se répartissent en 2012, on voit que plus de la moitié provient des marchés à forte croissance, plus de 600 000, et qu'ensuite il y a un quart qui provient de l'activité en direct, plus 300 000, mais que dans les marchés matures où nous sommes plus sélectifs et où nous avons des parts de marché bien stabilisées, nous continuons néanmoins à gagner des clients, puisqu'il y a un gain net de 133 000 contrats qui représentent 12% du gain net total. Si maintenant nous en venons aux indicateurs de profitabilité. Alors, les indicateurs de profitabilité, nous le mesurons d'abord à travers ce que donne l'activité courante, c'est-à-dire indépendamment du développement des réserves antérieures et des sinistres antérieurs,
comment l'activité de l'année, l'activité, je dirais, économique de l'année 2012, se traduit dans les chiffres. Eh bien, elle se traduit par une amélioration de notre indicateur principal de profitabilité, qui est le ratio combiné courant, de 0,8 points à 98,8, ce qui signifie que nous poursuivons notre trajectoire d'amélioration qui a été présentée dans le cadre d'Ambition AXA. C'est une nouvelle amélioration de ce ratio combiné pour l'année courante qui rapporte l'ensemble des sinistres et des frais généraux au titre des sinistres intervenus dans l'année à l'ensemble des primes que nous avons encaissées cette année. Et 98,8 nous permet de maintenir cette trajectoire d'amélioration qui doit nous amener à être en dessous de 97% à l'horizon 2015 sur cet indicateur dans le cadre d'Ambition AXA. Dans le même temps, nous avons maintenu un niveau de dégagement des bonus sur exercice antérieur, ou en tout cas de contribution des réserves antérieures à peu près comparable à celui de l'année dernière. L'année dernière, c'était 1,7% d'amélioration du ratio combiné lié au développement des réserves antérieures. Cette année, le chiffre net est de 1,2%. Ceci mérite une explication, car il a été impacté par un item non récurrent, qui est un reprovisionnement que nous avons dû faire en Turquie sur une partie très spécifique des sinistres qui sont les dommages corporels qui sont indemnisés après, je dirais, décision de tribunal. Il y a eu un phénomène de marché, une forte augmentation des indemnités accordées par les tribunaux aux dommages corporels dans ce marché spécifique en Turquie, et donc nous avons renforcé nos réserves. Mais cet item non récurrent nous permet d'avoir désormais un niveau de provisionnement tout à fait satisfaisant sur ce marché, qui nous permettra de poursuivre notre croissance dans des conditions satisfaisantes. Et donc, si nous cumulons ces deux effets, l'effet du développement des réserves antérieures et l'effet du ratio combiné de l'année courante 2012, nous voyons que le ratio combiné total du groupe s'est encore amélioré en 2012 à 97,6%. Donc là encore, nous sommes bien en ligne avec notre trajectoire qui a été annoncée dans le cadre d'Ambition AXA, qui doit nous amener en dessous de 96% ou à 96% en 2015. Et cette progression est le reflet de la poursuite de l'excellence technique que nous cherchons à avoir, la précision technique de nos opérations de souscription et de gestion de sinistres que nous cherchons à avoir dans l'ensemble des marchés où nous opérons, en bénéficiant de la diversité des activités dans le groupe et des expériences que nous avons pu accumuler dans les marchés où nous sommes depuis très longtemps, comme les marchés européens, pour la mettre à profit dans les marchés nouveaux dans lesquels nous opérons. On a mentionné le Mexique, on a mentionné les pays d'Asie, on a mentionné la Chine, qui sont pour nous des marchés importants pour l'avenir. Une précision finale, on parle souvent dans l'assurance dommage de l'impact des catastrophes naturelles qui viennent souvent brouiller un peu la lecture des chiffres. L'impact des catastrophes naturelles dans AXA a été limité en 2012. Alors ce n'est pas que le reflet de la chance, c'est aussi le reflet d'une politique de souscription qui vise à limiter l'exposition au risque dans le groupe. L'impact dans ces chiffres et dans le ratio combiné courant des catastrophes naturelles est de 0,4 points. C'est une baisse de 0,3 par rapport à l'année précédente. Mais il faut aussi mentionner qu'à l'inverse, nous avons été plus durement touchés par les effets d'un hiver très rigoureux en Europe occidentale, et notamment en France et en Allemagne, en début d'année 2012, par les effets notamment du gel sur l'ensemble des habitations et des bâtiments, et que cet effet a plus que compensé la légère amélioration que nous avions dans le domaine des catastrophes naturelles, puisque ça a dégradé notre ratio de 0,4 points. Ce qui veut dire qu'au total, l'évolution de ces indicateurs de profitabilité est essentiellement due à notre politique de souscription et à notre politique de gestion de notre portefeuille, et non à des phénomènes exogènes comme les catastrophes naturelles exceptionnelles qui viennent parfois impacter notre activité. J'ai mentionné en démarrant le fait que nous avions un segment particulier qui s'ajoutait au segment dommage tel que nous le présentons de 28 milliards d'euros, qui est l'assurance internationale. Ce segment est développé par AXA Corporate Solutions, qui est là encore un des atouts du groupe, qui est une entreprise internationale qui sert les grandes entreprises qui ont des activités dans plusieurs pays. C'est un chiffre d'affaires dynamique et c'est une activité extrêmement importante, sensible, qui nécessite une très bonne technicité. Nous voyons que cette activité a continué un développement en ligne avec le développement d'ensemble du segment dommage à plus 3% à données comparables, pour dépasser la barre des 2 milliards d'euros faits sur ce segment en 2012.
Il est particulièrement important de souligner que c'est notamment dans les marchés émergents que cette activité accélère. La part des marchés émergents dans le chiffre d'affaires spécifique de cette activité est de 14%, donc encore un peu en dessous de ce qu'elle est pour l'ensemble du groupe, mais elle augmente vite avec un développement de 16% qui contribue à cette croissance globale de plus 3 et qui fait que la plateforme d'AXA Corporate Solutions est l'un des atouts forts sur lesquels nous nous appuyons pour développer la présence d'AXA auprès des entreprises dans les marchés à forte croissance, qu'il s'agisse de l'Asie, qu'il s'agisse des pays du Golfe ou des pays du Moyen-Orient, ou qu'il s'agisse de l'Amérique centrale et latine. L'activité d'AXA Corporate Solutions est une activité rentable sur un secteur qui nécessite beaucoup de technicité. La rentabilité s'est encore améliorée en 2012, puisque le ratio combiné tous exercices est à 97,8 pour cette activité, en amélioration de 0,2%. C'est les effets d'arrondi peuvent perturber un peu votre lecture, mais c'est bien 97,8, ce qui révèle une maîtrise importante de la souscription dans ce domaine où, je dirais, tout se joue dans la qualité de l'analyse du risque et dans la qualité des équipes de souscription. Le résultat opérationnel dégagé dans cette activité est stable. Il passe de 150 à 145 millions d'euros. L'écart de 5 millions d'euros est à peu près équivalent à l'augmentation des taxes et impôts payés par cette filiale au cours de l'année 2012. Il est important de souligner que le résultat net income, donc la contribution au résultat net du groupe, elle a augmenté de 17% pour se situer à 166 millions d'euros. C'est la petite précision qui est écrite entre pointillés à droite du slide. Finalement, l'important est de souligner sur cette activité-là, qui est une activité absolument essentielle pour les entreprises, une capacité à générer dans la durée des résultats récurrents importants qui constituent une des valeurs ajoutées de notre activité dommage. Pour terminer par une vision des résultats opérationnels d'ensemble du segment dommage, le résultat a progressé en chiffre publié de 3% à pratiquement 1,9 milliard, sans les 145 millions d'euros d'AXA Corporate Solutions qui viennent s'ajouter à ce total. Vous avez le détail de l'évolution entité par entité de ce résultat. Le plus important est, je crois, de souligner que désormais l'ensemble des activités du groupe et des régions géographiques ont une contribution positive à ce résultat. C'est notamment le cas du segment direct, qui est un segment qui fait parfois l'objet de beaucoup d'attention parce qu'il faut beaucoup investir pour développer dans ce domaine notre activité et nos marques de distribution directe. Ce segment a une contribution positive de 50 millions d'euros et il est désormais devenu profitable et il sera dans l'avenir. C'est notre ambition et notre conviction, un contributeur important à la rentabilité de l'ensemble. L'ensemble de ces résultats positifs et bénéficiaires proviennent notamment d'une amélioration de notre efficacité opérationnelle mesurée à travers l'expense ratio, qui est l'indicateur de frais généraux et de frais de distribution des entreprises d'assurance dommage. Notre expense ratio s'établit pour l'ensemble du groupe désormais à 26,8%. C'est encore une amélioration par rapport à l'année dernière de 0,2 points et qui nous situe dans un univers très concurrentiel avec un positionnement meilleur que celui que nous connaissions par le passé. Et cette recherche de productivité et d'efficacité opérationnelle n'est pas arrivé au bout, n'est pas arrivé à son terme, ce qui fait que nous avons en prévision de poursuivre l'amélioration de cette efficacité pour renforcer notre compétitivité sur les marchés où nous opérons. Au final, l'ensemble de ces résultats révèle que nous avons mis en œuvre ce à quoi nous nous étions engagés dans le cadre d'Ambition AXA. Nous avons une vraie discipline de souscription. Nous sommes maintenant en mesure d'accélérer encore sur les marchés en forte croissance et dans le segment du direct, de manière à poursuivre la trajectoire que nous nous sommes fixée. Je vous remercie. Jean-Laurent, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de venir vous présenter aujourd'hui les résultats d'AXA France et son activité. Je vais commencer en vous donnant quelques repères sur AXA France, puis on passera en revue l'activité de l'année, et enfin j'essaierai de mettre l'accent sur deux axes de transformation particulièrement importants pour le futur d'AXA France. Alors tout d'abord, quelques repères sur AXA France. AXA France, c'est le leader de l'assurance en France. On est
multispécialistes en assurance dommage, en assurance vie, en protection, en santé, en banque, en protection juridique. Nous avons près de 9 millions de clients. Nous nous appuyons sur 3 grands réseaux de distribution propriétaires. Le réseau des agents généraux dit toute branche, c'est le premier réseau d'agents généraux en France. 3500 agents généraux, 900 agents spécialisés prévoyance et patrimoine et 4000 réseaux salariés du réseau AXA épargne et protection. Au-delà de ça, on travaille avec bien sûr le courtage, les CGP en France. Cette année, AXA France, c'est 19 milliards de chiffre d'affaires, c'est une croissance de 7% du résultat opérationnel et, comme vous pouvez le voir, des activités très diversifiées sur l'ensemble de nos métiers. On est donc sur une dynamique de développement et une base domestique extrêmement solide sur laquelle le groupe donc peut s'appuyer pour son développement à l'international. Si on passe maintenant en revue les différentes activités, l'activité de l'année, on a eu une belle dynamique commerciale en 2012. Je tiens à en profiter là pour féliciter les équipes d'AXA France pour leur engagement et leur succès cette année. Vous pouvez voir qu'on a boosté notre croissance assez fortement en prévoyance et en santé, avec une croissance de 6% des ventes, une croissance qui est liée d'une part par la croissance sur les collectives, sur tout ce qui est en risque d'entreprise, avec une très bonne traversée de la crise et une croissance régulière en France, et un très bon relais à l'international sur tout ce qui est International Employee Benefit, notamment avec le réseau Maxis, qui est notre joint venture avec MetLife. D'autre part, aussi en prévoyance individuelle, nous avons été très innovants cette année avec le lancement d'un produit dépendance qui s'appelle Entourage, sur lequel on a fait 16 000 affaires nouvelles. Essentiel, notre produit Obsèque, sur lequel nous avons fait 11 000 affaires nouvelles. Et 7,5% de croissance des ventes en protection familiale, c'est notre GAV, garantie des accidents de la vie, avec une innovation forte cette année puisqu'on a lancé donc une protection familiale intégrale qui garantit aussi contre les risques numériques, les risques Internet, les risques de fraude liés à Internet. Nous avons aussi, dans ce domaine-là, un rôle important sur le thème le terrain de la protection sociale. Nous sommes actifs dans la prévention. Nous essayons de faire de l'éducation au risque dans nos campagnes publicitaires. C'est donc un sujet sur lequel nous investissons énormément, à la fois en produits, en innovation et en éducation. En assurance dommage, on a Jean-Laurent vous a présenté un peu le chiffre au niveau du groupe. Au niveau de la France, on a eu une croissance du chiffre d'affaires de 2%, avec un ratio combiné de 95,1 en amélioration de 0,5%. On voit là les fruits de 2 à 3 années de travail de redressement de la rentabilité du portefeuille. On avait à peu près à 96,1% de ratio combiné, là on est en tous exercices, en individuel, et 93,8% sur le marché de l'entreprise. Concernant notre troisième grande branche qui est l'épargne et la retraite, on constate une belle résilience dans un contexte très difficile. Si on regarde l'année dernière, on a eu quand même, on est rentré dans l'année avec la crise de l'euro, des taux extrêmement bas, la compétition du livret A, une aussi grande incertitude fiscale et réglementaire, que ce soit avec le gouvernement précédent ou avec ce gouvernement. Donc malgré cela, on a une collecte en euros qui est en baisse de 10% sur notre fonds en euros, ce qui est meilleur que le marché. Mais en contrepartie, une très belle année en retraite, que ce soit en retraite individuelle ou en retraite collective, sur lesquelles, que ce soit Madelin et PERP, on a des croissances de l'ordre de 40% de la production. Et en assurance de retraite d'entreprise, là aussi, une très belle croissance cette année. On a eu une stratégie de diversification vers les unités de compte qui a plutôt bien fonctionné, avec une augmentation des ventes de 7%, avec notamment le succès des produits comme Selective IMO ou notre famille de produits structurés qui s'appelle AXA Coupon Sérénité, qui nous ont permis d'avoir un taux d'UC cette année de 26%, qui est à peu près 2 fois le taux du marché, qui est lui à 13%. Les perspectives sur le marché de l'épargne
sont encore ne sont pas très claires. On a encore pas mal de flou. On attend aujourd'hui les conclusions du rapport Berger-Lefebvre. On a des espoirs qu'il n'y ait pas de révolution dans l'évolution de la fiscalité ou des aspects réglementaires. Néanmoins, on voit bien que le concept du fonds en euros est un petit peu épuisé et qu'il va falloir essayer de réinventer de nouveaux produits. Il est épuisé parce que avec des taux aux alentours de 3%, on a et des investissements qui sont principalement obligataires. Pour les investisseurs, il n'a pas forcément un intérêt formidable et il faut essayer d'arriver à convaincre nos clients à investir vers des actifs un peu plus risqués, à prendre un peu plus de risques, que ce soit à travers les unités de compte ou le développement d'autres produits d'assurance comme l'euro diversifié qui permettrait de laisser une garantie au capital aux clients au terme, mais avoir une politique d'investissement qui soit plus dynamique, plus offensive, avec plus d'action dans nos produits. Pour finir, nous avons continué à mener une politique de réduction de nos frais généraux. L'engagement de la France, c'est à peu près un tiers des engagements du groupe. Et à ce jour, nous sommes en ligne avec nos engagements. Et cette année, nous allons encore avoir baissé nos frais généraux de 30 millions d'euros d'un point de vue absolu, en baisse absolue de nos frais généraux, ce qui nous permet d'absorber la croissance, l'inflation et en plus de baisser nos dépenses. Donc nous sommes dans nos objectifs en termes de recherche de compétitivité et nous allons continuer dans ce domaine selon le plan qui nous est notre feuille de route que nous nous sommes fixés. Bon, nous continuons notre dynamique de transformation avec deux grands projets, un projet d'amélioration de la qualité de service et du service, la mise en avant du service avec le programme AXA Votre Service, c'est un programme stratégique chez AXA France. Cette année, nous avons pris des engagements forts vis-à-vis de nos clients, à la fois particuliers et entreprises. À travers nos réseaux aussi, nos 3 grands réseaux ont pris des engagements de service. C'est des engagements de service qui sont basés sur des preuves. Et donc nous avons présenté nos preuves 2012 et nous allons continuer en 2013 à présenter de nouvelles preuves d'engagement de service. Cette dynamique nous permet de mettre l'entreprise dans une dynamique d'amélioration continue. Et pour moi, ça me permet de mettre une pression continue aussi sur les équipes pour essayer d'améliorer la qualité de service rendue à nos clients. Nous avons lancé notre comparateur de services qui est lemeilleurservice.com qui compare 28 entreprises, 13 moments de vie que nous allons continuer à faire vivre, que nous allons continuer à développer. Ce comparateur permet à nos clients ou à n'importe qui va sur le site de comparer les services des compagnies d'assurance qui sont compris dans nos produits en faisant des entrées par moment de vie. Donc j'ai un décès, j'ai un accident de voiture et comparer les services qui sont offerts par chacune des compagnies. Le site a eu un grand succès. Nous avons à peu près 1,2 million de connexions sur le site depuis son lancement. Nous avons 5600 suggestions d'internautes, d'amélioration de services ou de mise en place de nouveaux services. Et nous allons maintenant l'intégrer dans les processus de vente de nos agents généraux, de manière à ce qu'ils puissent, quand ils présentent un produit à leurs clients, montrer le caractère différenciant des services qui sont compris dans nos produits. Nous poussons aussi beaucoup de services en ligne pour améliorer l'expérience de nos clients. C'est à la fois l'espace client, qui est maintenant ouvert par 30% de nos clients, sur lequel nos clients peuvent suivre les paiements santé, ils peuvent suivre leur sinistre, le déroulement de leur sinistre auto, ils peuvent changer leur garantie. Donc, oui, on va continuer à améliorer cet espace client. On vient de lancer, il y a quelques jours, une plateforme qui s'appelle Climat d'entraide. C'est une idée qui avait été développée par une de nos collaboratrices suite à un challenge d'innovation. Climat d'entraide est une plateforme qui, quand il y a des catastrophes naturelles, permettent de mettre en lien les victimes, des prestataires, des agents généraux, que ce soit pour nos clients ou pour n'importe qui est affecté par cette catastrophe naturelle, et essayer de recréer de la solidarité et du lien, et permettre donc aux populations affectées de passer à travers cette épreuve de manière plus facile, d'améliorer
d'améliorer la situation dans ces cas difficiles. La deuxième grande transformation que nous avons actuellement chez AXA France porte autour de nos réseaux de distribution et la rénovation de nos réseaux de distribution. Donc, cette année, nous avons mis en place un projet qui s'appelle Innov, qui permet à nos réseaux salariés, nos 4000 réseaux salariés, d'avoir chacun une tablette iPad et pouvoir faire de la souscription en ligne chez les clients avec cette tablette. Ça leur donne l'ensemble des conditions générales, l'ensemble des argumentaires de vente et aussi du conseil, des simulateurs pour aider leurs clients à choisir les meilleurs produits. Donc le déploiement a eu lieu cette année. L'autre grande rénovation, c'est tout ce qui est multi-accès pour nos réseaux d'agents généraux, puisque on a pris le parti de mettre les agents généraux au centre de notre politique de multi-accès. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un canal direct, comme certains de nos concurrents, qui existent déjà par ailleurs à travers Direct Assurance, sur AXA.fr, ce que nous voulons faire, c'est créer des agences virtuelles pour nos agents généraux qui viennent compléter leur agence physique. Donc à ce titre, on vient de lancer un nouveau produit auto la semaine dernière, le 11 février. Et ce produit auto est à la fois peut être souscrit sur le web, en agence, et l'expérience client est un continuum entre la demande de devis ou la souscription sur le net et la poursuite en agence de cette expérience où nos clients peuvent aller, nos prospects peuvent aller en agence et souscrire le même produit. Donc on a une intégration complète. On est aussi en train de redévelopper AXA.fr avec des pages distributeurs pour chacun de nos distributeurs. Vraiment, notre stratégie là est de mettre Internet au centre de l'agence comme une continuation de son agence. Donc on a un certain nombre d'autres expériences dans le domaine qui vont continuer à moderniser nos réseaux et vraiment leur donner des outils du futur ou même actuels pour leur développement. Voilà. Merci de votre attention. On a prévu le 28 mars de faire un point plus détaillé sur l'activité d'AXA France et donc je vous donne rendez-vous à cette occasion. Merci. Bonjour, je vais maintenant vous parler de la gestion d'actifs du groupe. Je ne m'arrêterai pas sur la première page qui rappelle les activités de nos deux gestionnaires d'actifs, AllianceBernstein et AXA Investment Managers. Mais je vais vous parler maintenant de l'évolution des actifs sous gestion. Vous vous rappelez que notre activité de gestion d'actifs a traversé quelques années difficiles. Nos deux gestionnaires gèrent à la fois des actifs pour les compagnies d'assurance et pour des tiers, à peu près moitié-moitié. L'année 2012 est une année de rebond pour nos asset managers en ce qui concerne la collecte, puisqu'elle est devenue positive au deuxième semestre chez AXA Investment Managers et au dernier trimestre chez AllianceBernstein. Vous voyez sur ce slide que les actifs sous gestion ont augmenté de 56 milliards d'euros par rapport à 2011. Ça reflète principalement la hausse des marchés, mais aussi le fait que la collecte nette n'est finalement négative que d'1,5 milliard d'euros au total. Au total, le groupe gère 1116 milliards d'euros d'actifs en légère progression en 2012 par rapport à 2011. Le chiffre d'affaires est à peu près stable, progression de 2% en publié, diminution de 3% sur une base comparable, ce qui reflète une baisse du côté de AllianceBernstein liée à une légère baisse des actifs moyens sous gestion et une stabilité chez AXA Investment Managers. J'ai déjà évoqué la collecte que vous voyez détaillée sur la partie droite du slide. Encore une fois, redressement au deuxième semestre chez AXA IM, sur les 4 derniers mois chez AllianceBernstein. Passons maintenant aux résultats opérationnels. En dépit du fait que sur le plan des actifs, on est sur une collecte très légèrement négative, vous voyez que le résultat opérationnel, lui, progresse de 19% et 14% à données comparables, essentiellement du fait d'une gestion très active des dépenses, en particulier chez AllianceBernstein, qui fait qu'on arrive à une très bonne progression
du résultat opérationnel chez Alliance Bernstein, alors qu'on a une stabilité, une progression de 1% chez AXA Investment Managers. La performance d'investissement chez les deux asset managers s'est très nettement redressée, ce qui explique l'évolution positive de la collecte, et on s'attend à retrouver donc des flux positifs sur 2013. Je vais commenter maintenant la performance globale du groupe en 2012. 2012, comme vous l'a dit Henri de Castres, est l'année de la reprise de la croissance du chiffre d'affaires, croissance du résultat. Si on commence par le chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires a progressé de 5% en publié et de 2% en données comparables. Il progresse de 3% en vie du fait principalement de la bonne croissance en Asie et aux États-Unis, et il progresse de 3% en dommages. Là, c'est le fait de l'ensemble des géographies. Si on regarde maintenant le résultat, et plus précisément l'efficacité opérationnelle, vous vous rappelez que lors de notre plan Ambition AXA annoncé en juin 2011, nous étions fixés un objectif de réduction des dépenses d'1,5 milliard d'euros, que nous avions réalisé 300 millions d'euros d'économies en 2011. Nous avons décidé d'augmenter l'objectif à 1,7 milliard en ajoutant des objectifs d'économie supplémentaires sur les coûts d'acquisition en assurance vie. En 2012, nous avons fait 400 millions d'économies, donc vous voyez une accélération. Il nous reste 1 milliard d'euros d'économies à faire sur les 3 dernières années, et ça nous paraît tout à fait réalisable. Dans le même temps, pour réaliser ces économies et pour continuer de préparer la croissance du groupe, nous avons investi en 2012 1,1 milliard d'euros pour améliorer nos plateformes de gestion de sinistres et soutenir la modernisation de nos réseaux de distribution. En 2013, on pense accélérer encore le rythme des investissements en investissant 1,2 milliard d'euros. Par exemple, nous avons développé un nouveau système de gestion de sinistres en Espagne qui permet de tenir nos clients informés de l'évolution de leurs dossiers par SMS et par mail. Nous avons également au Japon créé une application de souscription électronique pour les produits d'assurance vie. Donc AXA continue sa modernisation, ce qui passe par des économies de frais généraux et une accélération des investissements. Résultats opérationnels, donc sur la partie gauche du slide, vous voyez que ces résultats sont dominés par l'assurance dommages et la prévoyance et la santé, qui représentent près des 3/4 du résultat, l'épargne et la gestion d'actifs ne représentant qu'1 quart. Le résultat opérationnel progresse de 13% en nominal et de 9% à données comparables. C'est son plus haut niveau depuis 5 ans. Ça reflète à la fois le redressement en épargne et en gestion d'actifs dont j'ai parlé à l'instant et la bonne tenue des activités d'assurance. C'est surtout cette année, comme vous l'a expliqué Jacques de Vaucleroy, la progression du résultat opérationnel en vie qui a tiré la progression du groupe, avec en particulier la normalisation de la situation aux États-Unis avec un doublement du résultat d'AXA Equitable. Sur le résultat courant, qui est le résultat après prise en compte des plus et moins values, et qui est le résultat sur la base duquel on détermine le dividende, la progression est de 31% en nominal, 28% sur une base comparable. C'est la combinaison d'une forte progression du résultat opérationnel, mais aussi le résultat d'une certaine embellie sur les marchés financiers à la fin de 2012, qui nous a permis de réaliser plus de plus-value et d'avoir moins de provisions pour dépréciation durable. En 2011, on avait notamment l'impact de la Grèce. Le résultat net, hors éléments exceptionnels, progresse de 44%. Si on tient compte des éléments exceptionnels, c'est-à-dire les plus-values dégagées, en particulier sur les cessions des activités au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et la cession de notre participation dans l'assureur vie chinois Taikang Life, le résultat net baisse de 1%, mais je pense que hors élément exceptionnel, la progression de 44% est le point le plus notable. La hausse du résultat courant nous permet de proposer un dividende à 72 centimes en progression de 4%.
Ce résultat représente un rendement de l'action par rapport au cours au 1er janvier de 5,4%, par rapport au cours à hier soir, un rendement de un petit peu moins, 5,3 ou 5,2. Le taux de distribution des bénéfices est de 40%. Pourquoi est-ce que nous avons ramené notre taux de distribution des bénéfices de près de 50 l'année dernière à 40 cette année, qui est le minimum de l'indication à long terme que nous donnons sur la politique de dividendes? Eh bien, c'est parce que le groupe reprend sa croissance. Nous revenons donc au bas de la fourchette afin de conserver un peu plus de munitions pour investir dans le développement du groupe. Cette progression des dividendes est aussi, je dirais, possible grâce à la forte augmentation de 11% des cash flows opérationnels du groupe, du fait d'une plus grande contribution des activités vie, épargne et retraite. Donc la flexibilité du groupe se renforce. Passons maintenant aux indicateurs de bilan. Comme le disait Henri de Castres, nous avons encore renforcé en 2012 la solidité financière du groupe, avec des fonds propres qui progressent de 7 milliards d'euros par rapport à 2011, principalement du fait de la combinaison d'un bon résultat net et de la hausse des plus-values latentes qui est importante cette année. Notre solvabilité, ratio de solvabilité 1, qui est le régime en vigueur, progresse à 233%, qui est un plus haut historique. La solvabilité économique, elle, progresse à 206%, ce qui est un bon niveau. Qu'est-ce que c'est que notre solvabilité économique? C'est la solvabilité telle qu'elle résulte de notre modèle interne de capital économique, qui préfigure solvabilité 2. Je rappelle que ces ratios sont difficilement comparables entre les différents assureurs européens, puisque les règles de solvabilité 2 ne sont pas définitivement fixées, et puis qu'il s'agit ici de l'application du modèle interne d'AXA, et que dans solvabilité 2, AXA pourra en principe utiliser son modèle interne plutôt que le modèle standard. Enfin, notre ratio d'endettement baisse de 27 à 26%, ce qui est proche de notre ambition de moyen terme de 25%. La dette financière du groupe s'est réduite au cours de l'exercice 2012. Quelques mots enfin sur les investissements dans le bilan. Vous voyez qu'on a un portefeuille d'investissement dans le bilan de 491 milliards d'euros, donc le fonds général. Ces actifs sont en valeur de marché au 31 décembre. Comme vous le voyez, notre allocation est essentiellement dédiée aux obligations d'État et aux autres actifs obligataires, du fait que notre politique d'investissement est d'avoir des actifs qui, en termes de caractéristiques et de maturité, sont adossés à nos engagements en matière d'assurance. Donc c'est normal qu'on investisse de façon principale en obligations. En 2012, nous avons investi plus en obligations d'entreprise qu'en obligations d'État, du fait que les taux sur les obligations d'État étaient très bas. Nos plus-values latentes ont fortement augmenté en 2012. Il s'agit de 11,2 milliards d'euros de plus-values latentes inscrites au bilan, 3,5 milliards d'euros sur les actifs immobiliers, en particulier hors bilan. Donc on a un portefeuille de plus-values latentes important qui nous donne un coussin tout à fait satisfaisant. Toutes les grandes classes d'actifs sont en plus-value latente, comme vous voyez sur la partie bas droite de ce slide. Vous voyez que nous sommes également en plus-value latente relativement importante sur les actions, avec 1,5 milliard d'euros de plus-value latente. Donc aussi bien côté actions que côté immobilier, nous avons des plus-values latentes importantes qui doivent nous permettre de réaliser des plus-values dans les exercices ultérieurs. Je vous remercie de votre attention et je rends la parole à Henri de Castres pour la conclusion. Bien. Alors, conclusion. Elle me semble assez simple. Là, ce qui pourrait apparaître comme une stagnation du résultat net et qui n'est due qu'à la non-récurrence d'éléments exceptionnels ne doit pas dissimuler le fait que, nous avons progressivement réglé
les sujets des opérations qui, au cours des années de crise, avaient délivré une performance moins bonne que celle que l'on pouvait espérer. Je pense aux États-Unis et je pense à l'asset management, sur lesquels il y a aujourd'hui des signes très clairs d'amélioration de la performance, comme la présentation vous l'a montré. 2, la solidité du bilan, qui est encore renforcée cette année, et le retour progressif de la croissance, du chiffre d'affaires et des résultats, nous permettent de regarder l'avenir et notamment la capacité à produire, à délivrer les résultats attendus d'Ambition AXA de façon sereine, même si l'environnement reste un environnement relativement incertain, notamment en Europe. Tout ceci conduit à ce que nous proposions une augmentation du dividende à 72 centimes, ça fait 4% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et tout ceci nous conduit à envisager le futur, à la fois avec détermination, parce qu'on ne sous-estime pas l'importance des efforts qu'il va falloir continuer de faire, mais aussi avec sérénité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions, puisqu'on a à peu près 20 minutes, et si on a besoin d'un peu plus, on prendra un peu plus pour répondre aux questions. Ce que je vous demande, comme la présentation est webcastée, c'est quand vous avez le micro, d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent pas nécessairement puissent vous reconnaître. Oui, bonjour, Thomas Carla pour la GFI. En feuilletant votre gros compte de résultats, vos gros documents, on voit que notamment sur la partie fonds général en épargne assurance vie, l'ensemble du groupe, si je dis pas de bêtises, accuse une décollecte de 3,9 milliards. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu un détail de la répartition de cette décollecte et notamment à combien elle ressort sur le seul marché français? Merci. D'accord. Alors, vous savez, comme ça a été souligné dans les présentations, que développer le fonds général n'est pas une priorité, j'allais dire de manière générale. Compte tenu du niveau relativement bas des taux, donc d'un intérêt qui est moins fort que par le passé des clients et des marges qui sont plus faibles sur ce segment-là, même si nous les avons redressés au cours de l'exercice. Sur le détail, Denis, Jacques, est-ce que vous voulez répondre sur le chiffre total et est-ce que Nicolas a quelque chose à dire sur le chiffre français? Oui, donc sur le chiffre total, en effet, vous voyez une décollecte, un net inflow négatif de moins 3,9 par rapport à moins 3,7 l'année dernière. Donc en fait, une stabilisation par rapport à l'année dernière. Je crois que je l'ai expliqué, c'est vraiment le souci d'une sélectivité accrue. Il est clair que dans certaines géographies, c'est plus marqué, notamment sur le sud de l'Europe. Je vais laisser Nicolas répondre de manière plus explicite sur la France. Mais donc, il y a une stratégie globale et puis il y a eu un certain nombre de phénomènes de marché plus spécifiques où notamment en Italie, nous avons dû faire face à une décollecte plus importante sur le general account. Nicolas, par rapport à la France? Ouais, en France, nos flux nets sont positifs, mais dans ces flux nets, il y a des différences assez importantes. En particulier, le segment retraite est très fortement positif. Et le segment épargne individuelle, fonds euro, est négatif. On doit être positif 400 millions au niveau de la France. J'ai pas en tête le split par ligne de métier et je le trouve pas. Donc je vous répondrai à votre question. Mais il faut dire aussi que cette évolution est assez largement délibérée. On a dit que dans notre plan Ambition AXA, on souhaitait ne pas investir plus de capital dans le fonds, dans les activités épargne épargne fonds général. L'évolution des taux d'intérêt depuis le lancement d'Ambition AXA a été assez négative, et donc on est plutôt aujourd'hui en train, d'amplifier encore cette stratégie en mettant encore plus l'accent sur l'épargne unité de compte et sur la prévoyance et la santé. Donc, pour nous, le fait que dans une collecte au total positive de 3,9 milliards d'euros, il y ait une décollecte sur l'épargne en euros, c'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, pour faire un calcul simple,
La collecte, elle passe de 3,3 à 3,9 milliards d'euros, ce qui veut dire à peu près la collecte nette, à peu près 20% d'augmentation. Et ces 20% d'augmentation se positionnent sur des segments sur lesquels les marges, comme l'a montré la présentation, sont meilleures que sur le fonds général. C'est ça qui explique en partie l'augmentation de la profitabilité des affaires nouvelles. Excusez-moi de vouloir reprendre la parole. Globalement, sur cette stratégie, justement, est-ce à dire qu'on est complètement dans un basculement d'un modèle où pendant très longtemps les assureurs ont beaucoup misé sur l'assurance vie pure, fonds euro ou fonds général, pour aujourd'hui basculer vers un modèle, je dirais presque encore plus assureur où on va sur des garanties vraiment de prévoyance, d'invalidité, de protection de la santé. Oui. Alors, je crois qu'il ne faut pas dire que certaines choses sont assureurs et d'autres moins assureurs. Gérer l'épargne en donnant des garanties plus ou moins importantes, c'est le cœur de notre métier. En revanche, il n'est pas interdit d'être intelligent et de regarder ce qui sert le mieux les intérêts des clients et ce qui produit des marges qui sont des marges décentes pour les fabricants. Et de ce point de vue-là, la baisse très forte des taux d'intérêt fait qu'un certain nombre de produits ont peut-être moins d'attrait qu'ils n'en avaient que par le passé. C'est comme ça qu'il faut expliquer le basculement. Jacques, est-ce que tu veux rajouter des... Non, enfin, je crois que l'autre chose, je crois qu'il faut éviter de passer dans la binarité. Je crois que le fonds euro reste une réponse valable, mais n'est pas la seule réponse valable. Et donc, Nicolas l'a expliqué, nous avons aujourd'hui, notamment sur la France, une activité d'épargne qui aujourd'hui se décline sur plusieurs supports, notamment les unités de compte, où on a, je crois, une proportion de quasiment 25% aujourd'hui. Et donc, c'est pas le mix statistique de tous nos clients. C'est un mix où certains clients se retrouvent avec 50, 60, 70% en unités de compte. D'autres restent, je dirais, plus sur le fonds euro. Donc, je crois qu'ici, il faut voir les choses dans une perspective générale. Et en effet, nous avons une volonté d'être diversifiés dans notre approche du client parce que ça répond à ses besoins. Oui, si on reprend les chiffres de la France que je viens de trouver, sur le fonds général euro, on va être en flux négatif d'1,3 milliard, en support UC en positif de 60 millions, et par contre, on est sur des segments retraite ou prévoyance santé positifs de 2,3 milliards. Donc on voit bien le shift du portefeuille. Question suivante. Je ne sais pas. Bonjour. Oui. Muriel Breman pour le journal Investir. Je voulais savoir quel était votre regard sur l'évolution récente des marchés actions, si vous pensez qu'elle est durable et si vous comptez relever la part des actions dans le portefeuille d'investissement. D'accord. Alors nous n'avons pas de boule de cristal et prédire l'évolution des marchés actions à court terme est un exercice auquel je ne me livrerai pas. Mais quand on regarde ce que sont les perspectives de croissance dans le monde et ce qu'est la valorisation des marchés actions par rapport à ce que sont les niveaux historiques, je crois qu'il n'est pas imprudent de dire que c'est une classe d'actifs qui est relativement attractive compte tenu de son rapport rendement-risque, notamment comparé aux obligations souveraines ou à ce que peut être l'immobilier. Alors cela étant, vous savez que ce qui dirige nos allocations d'actifs, c'est la gestion actifs-passifs. Il y a une place pour augmenter l'exposition action. Cette place n'est pas illimitée. Denis, est-ce que tu veux commenter là-dessus ? Nous avons effectivement plutôt l'intention d'augmenter légèrement nos allocations actions, mais ça sera pas suffisant pour faire bouger le marché de façon significative. On a actuellement à peu près 3% d'allocations actions, on passera peut-être à 4%. Donc c'est des niveaux qui resteront faibles compte tenu à la fois de nos contraintes ALM qu'évoquait Henri de Castres et aussi de l'évolution des normes en matière de solvabilité. Oui. Yvan Bess, La Tribune. Ma question était liée à la précédente. Comment on peut anticiper la répartition des actifs du Fonds général, disons dans un an? Est-ce qu'il y aura encore moins d'obligations d'État, plus d'obligations d'entreprise? Enfin, quelle est la politique en 2013 de gestion des actifs de ce Fonds général?
Oui, je crois qu'il ne faut pas se limiter à l'observation du Fonds général, parce que ça n'est pas la seule chose qu'on gère, hein. Il y a également les réserves qui viennent de la santé et de la prévoyance, celles qui viennent du dommage, et il y a les unités de compte. Alors, ayant dit cela, Jacques, Denis, Nicolas. Donc, si on prend le Fonds général dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois ce qui est Fonds général vie et puis santé, prévoyance et dommages, on a d'abord la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a une duration de nos portefeuilles qui est supérieure à 7 ans. Donc ça veut dire que ce qui bouge dans le portefeuille, c'est à peu près 1/7 chaque année. Donc l'année dernière, on a fait un tout petit peu plus tourner notre portefeuille et on a investi pas loin de 50 milliards d'euros. Et en termes d'investissement, effectivement, sur 50 milliards d'euros, on a investi en moyenne à avec un rendement de 2,7% et une partie prédominante, 40% de ces investissements en obligations d'entreprise, mais on a encore investi 30% en obligations d'État, et puis le reste en prêts, en titrisation, etc. Sur 2013, on va pas être dans une allocation tellement différente, c'est-à-dire qu'on va continuer à renforcer légèrement la part des obligations d'entreprise et des prêts par rapport aux obligations d'État, mais on va aussi continuer à investir en obligations d'État. Et en 2013, on a un programme d'investissement qui est légèrement supérieur à 30 milliards, donc plus petit que celui de l'année dernière. Mais je dirais, il faut plutôt penser à l'idée qu'on est sur un supertanker et qu'on gère des flux à la marge. Les tombées annuelles, c'est entre 30 et 40 milliards d'euros, et c'est ça qu'on réinvestit. On ne fait pas des grands bouleversements du portefeuille, parce que ce qui dicte notre politique d'investissement, c'est l'adossement actif-passif. Bonjour. Oui. Stan Kakier de l'agence TAC Presse pour Envoyé spécial. Madame la ministre Cécile Duflot a appelé à une réquisition des logements vacants dernièrement. Je voulais savoir si AXA a l'intention de mettre à disposition de l'État une partie de son immobilier d'entreprise vacant. Je pense notamment au 22 avenue Matignon en face et ses 2100 mètres carrés de bureaux vides. Oui, alors d'abord, la politique des assureurs, c'est pas d'augmenter la proportion de leurs logements vacants, c'est juste l'inverse. Deuxièmement, quand on a un patrimoine important, il n'est pas anormal qu'il y ait entre guillemets, un taux frictionnel de vacances. Troisièmement, l'immeuble auquel vous faites allusion est un immeuble de bureau, en cours de transformation parce qu'amianté, et qui a fait l'objet d'un dépôt de permis de construire qui a pris du temps parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un copropriétaire minoritaire qui s'opposait aux travaux, il a fallu régler ce sujet-là. Cet immeuble n'est pas un immeuble propre à l'habitation, donc je n'ai pas le sentiment que les règles de sécurité permettent d'y mettre des personnes. Cela étant, je vous rappelle que par ailleurs, nous sommes un acteur important du logement social puisque nous sommes l'actionnaire majoritaire du logement français et que le logement français a une politique extrêmement active, développée en étroite collaboration avec les pouvoirs publics pour aider à résoudre les problèmes de logement de gens qui ont des sujets dans les zones dans lesquelles il est actif. Voilà. Fabio Benedetti, agence Bloomberg. Bonjour. Buongiorno. Bonjour. J'aurais 3 sujets que je voudrais aborder, sur lesquels je voudrais vos commentaires. Le premier, c'est par rapport à vos résultats, au vu de résultats positifs de l'année dernière, vos objectifs de rentabilité en résultats opérationnels par action et en retour sur fonds propres. En fait, vous êtes déjà dans les clous. Est-ce que ça veut dire qu'à horizon 2015, vous pourriez être en haut de la fourchette? Deuxième sujet, c'est la banque italienne Monte dei Paschi. Vous avez un partenariat avec cette banque, vous êtes actionnaire. Il y aura une augmentation de capital sans droit de préséance pour les actionnaires existants. Ça veut dire que vous pourriez être dilué dans Monte Paschi. Et plus généralement, comment vous appréhendez vos risques liés à Monte Paschi au vu des transactions dérivées qui sont présentes au bilan de cette banque? Et puis une dernière question, dernier sujet, c'est AXA Private Equity. Où est-ce que vous en êtes dans votre processus, donc votre revue en fait de cette activité? Est-ce qu'on peut s'attendre à un aboutissement cette année? D'accord. Alors sur le premier sujet, les résultats montrent que nous sommes bien alignés avec ce que sont les perspectives d'ambition AXA. Donc nous sommes confiants sur le fait qu'en 2015, nous serons au rendez-vous
Mais les années qui se sont écoulées nous ont appris à tous, à vous comme à nous, qu'il pouvait y avoir de la volatilité dans la conjoncture, de la volatilité sur les marchés, des chocs imprévus. Donc je me garderai bien, alors que nous sommes à 3 ans de la fin de cet exercice, de vous dire que parce que nous avons fait une très bonne année 2012, nous allons faire beaucoup plus, etc., que ce que nous attendons. Nous sommes tout à fait confortables sur le fait que les efforts nous permettront d'être au rendez-vous. À ce stade, je crois qu'il serait prématuré d'en dire plus. Sur le sujet Montepaschi, nous sommes actionnaires de la banque, nous avons quelques pourcents du capital de la banque, nous avons surtout, et c'est l'activité opérationnelle principale, un joint venture avec la banque sur le développement des activités d'assurance vie et d'assurance dommage. Je vous ferai observer que cette joint venture dont nous avons le management en 2012 a fait un résultat record historique, puisque si ma mémoire est exacte, et Denis ou Jean-Laurent qui en a la responsabilité me corrigeront si je me trompe, notre part dans les résultats de la joint venture est de 72 millions d'euros. Ce qui signifie, comme nous en avons la moitié, que le résultat de cette joint venture est du double. Donc nos affaires avec Montepaschi se développent bien, et en termes de volume et en termes de résultats. Donc nous ne regrettons pas le choix stratégique que nous avons fait du partenariat avec cette banque. Nous avons une coopération d'excellente qualité avec le nouveau management de la banque, Monsieur Profumo et Monsieur Viola, pour lesquels nous avons beaucoup de respect. Alors il se trouve que cette banque a un passé, que comme actionnaire, nous avons souffert de ce passé parce que le cours a baissé, mais nous faisons totalement confiance au nouveau management pour mettre ces problèmes dont il n'est pas responsable derrière lui et pour que cette banque puisse, à un moment ou à un autre, après les restructurations nécessaires, reprendre son développement. Voilà. Sur le sujet d'AXA Private Equity, les discussions continuent. Cette activité est une activité qui se développe bien, qui est très profitable. Cela étant, il ne vous a peut-être pas échappé que dans la constitution des tours de table, l'attractivité de la France pour un certain nombre d'investisseurs étrangers est un sujet qui parfois suscite des questions. Donc nous continuons nos discussions avec le management et avec un certain nombre d'investisseurs paisiblement et dans la recherche de la meilleure solution pour tout le monde. Qui va prendre le micro le premier ? Bonjour, Lionel Garnier, Le Revenu. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. La première concerne la gestion d'actifs, puisqu'on a une normalisation actuellement de la situation, un retour de la collecte et un regain de rentabilité. Quelle est votre analyse stratégique de votre situation chez Allianz Bernstein? Est-ce que c'est un moment de faire évoluer le positionnement capitalistique? Et on a le sentiment qu'il y a un regain de consolidation en matière de gestion d'actifs. Est-ce que c'est quelque chose... Comment vous positionnez là-dessus? Il y a une sorte de marronnier en ce moment de la part des analystes, des stratèges d'investisseurs, qui est de dire on va vers un krach obligataire. Alors est-ce que vous avez, quelle est votre analyse de ce risque à l'heure actuelle? Et une dernière question concernant l'enjeu du CNP, de l'avis consultatif en AG des rémunérations des dirigeants. Comment vous vous placez dans le débat à l'heure actuelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez avec bienveillance ou vous vous dites finalement c'est pas une bonne approche de la gouvernance d'une entreprise? D'accord. Denis, tu veux prendre la première question et puis je prends les 2 autres. Donc sur Allianz Bernstein, on se réjouit de l'évolution qui est en train de se produire et on est satisfait de notre position actuelle dans la société. Je vous rappelle qu'on a à peu près 62 ou 63% de la société qu'elle est cotée. Nous sommes satisfaits de cette position.
AllianceBernstein continue à développer des nouvelles expertises et on souhaite qu'elle le fasse. On n'a pas d'objectif d'acquisition dans ce domaine. On n'a pas non plus l'intention de réduire notre participation. On est satisfait de ce développement et on pense que AllianceBernstein a tous les ingrédients pour maintenant reprendre sa croissance sur une base plus diversifiée qu'auparavant, puisque ce qui a causé les difficultés que l'on a vues, c'était, je dirais, le fait qu'AllianceBernstein avait un succès extrêmement fort dans les années 2003 à 2007 sur les mandats actions large cap US. Et ensuite, lorsqu'il y a eu un accident de performance sur cette activité-là, ça a été extrêmement mauvais pour l'entreprise. Maintenant, elle ne roule plus sur un seul moteur, mais sur 6 ou 8 cylindres. Et donc, on est assez confortable maintenant sur l'évolution, mais on n'a pas l'intention de changer de position sur le plan de la stratégie. Je rajouterais juste une toute petite chose à ce qu'a dit Denis, parce que ça n'a pas échappé à ceux d'entre vous qui l'ont écrit, mais ça a peut-être échappé à ceux qui ne l'ont pas lu. L'addition de la collecte d'AllianceBernstein et d'AXA IM en 2012 ont fait d'AXA le second collecteur d'actifs sur l'Europe derrière PIMCO. Ce qui montre que c'est le Financial Times qui l'a écrit, sans publicité gratuite. Donc ça montre la compétitivité de ces affaires. Sur le krach obligataire, les gens sont toujours friands de mauvaises nouvelles. Moi, je crois qu'il faut prendre une approche un tout petit peu plus, je dirais, distante et sereine. Les taux d'intérêt longs, du fait des politiques extraordinairement accommodantes des banques centrales, ont atteint en 2012 leur plus bas niveau historique depuis probablement à peu près un siècle. Il en va presque de même, c'est vrai sur les taux nominaux, il en va presque de même sur les taux réels. Parce qu'on pourrait dire oui, mais l'inflation est plus faible, etc. Ce phénomène n'est donc pas durable. Ces politiques extraordinairement accommodantes, que d'aucuns ont appelé de la répression financière sur les épargnants, ce qui est une expression que j'aime assez, avait pour objectif de permettre au marché de se stabiliser, au marché notamment interbancaire, et de permettre aux banques de retrouver peu à peu une santé financière un peu meilleure. Il me semble que ces politiques, avec le redémarrage de la croissance dans les grandes économies mondiales, notamment aux États-Unis, sont en train d'arriver à leur terme, comme le montre le débat qui est en train de prendre corps au sein du Conseil de la Fed. Et donc il ne me semble pas déraisonnable de penser que les taux d'intérêt longs devraient progressivement, sauf accident, remonter pour retrouver peu à peu leur taux d'équilibre de long terme. Ceci est loin, si cette remontée se fait de façon graduelle et sans accident, d'être une mauvaise nouvelle pour les assureurs, au contraire. Parce que les assureurs qui sont de gros épargnants et les épargnants qui leur confient sur les unités de compte et au travers de la gestion d'actifs de l'argent à gérer sont victimes dans une situation dans laquelle les taux d'intérêt longs sont trop bas. Donc toute remontée progressive des taux d'intérêt est quelque chose que nous saluons plutôt avec un assez grand intérêt. Ensuite, il va falloir regarder le rythme avec lequel cela se produit. La dernière question était sur le CNP. Oui, sur le CNP, pardon, excusez-moi. Mais la première observation que je ferai, c'est que les politiques de rémunération chez AXA n'ont jamais fait l'objet de critiques problématiques et que notre transparence sur ce sujet a toujours été totale. Donc nous ne redoutons pas la transparence parce que nous savons pratiquer la modération et la variabilité. Donc le sujet n'est pas, pour nous, un sujet de transparence, il est un sujet de localisation de la responsabilité des différentes parties prenantes. Et pour moi, la manière dont il faut analyser les choses, c'est qu'à partir du moment où la transparence existe d'ores et déjà,
comment faut-il partager la responsabilité entre les assemblées générales et les conseils d'administration? Et c'est un sujet qui est plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord. Voilà. Parce que l'Assemblée générale est l'émanation des actionnaires, mais l'Assemblée générale désigne un conseil d'administration dont il attend qu'il accompagne et qu'il challenge le management dans la gestion de la société. Plus on retire, entre guillemets, de pouvoir au conseil d'administration, plus quelque part, c'est un vote d'abord de défiance, deuxièmement, on crée d'incertitudes potentielles sur la gestion de la société. Donc je ne suis pas forcément systématiquement opposé au CNP et au fait que l'Assemblée générale puisse se prononcer, mais il faut vraiment s'interroger sur les modalités. Je rajouterai une petite touche un peu plus française à ce sujet. J'observe que la majorité du capital des grands groupes cotés français est détenue par des actionnaires qui ne le sont pas. Ce qui est une bonne chose et qui reflète la globalisation progressive des affaires de ces groupes. Mais si les assemblées générales sont amenées à se prononcer sur les rémunérations, un jour peut-être seront-elles amenées à se prononcer sur d'autres sujets. Voilà. Scheherazade. Ah non, pardon. Décidément, on ne veut pas vous... Si, voilà. Merci. Scheherazade Daneshku, Financial Times. Vous avez déjà fait allusion, mais un chef d'entreprise américaine a critiqué la mode de travail en France. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il s'agit de l'image de la France? Est-ce que ça, c'est un problème pour les entreprises françaises? Merci, Scheherazade. J'ai eu l'occasion de m'exprimer ce matin sur le sujet chez BFM. Donc, je vais reprendre exactement ce que j'ai dit. Ça montre trois choses. Que M. Montebourg n'a pas le monopole des dérapages verbaux quand il s'agit de parler d'entreprise. Deuxièmement, que malheureusement, et les Français ne doivent pas se raconter d'histoire sur le sujet, cette affaire est le reflet de ce qu'est aujourd'hui la perception de la France à l'étranger. Et nous n'avons pas le droit de faire semblant de ne pas le comprendre. La troisième chose, c'est que tout ceci confirme qu'un certain nombre d'entre nous ont probablement d'assez bonnes raisons d'avoir d'assez fortes inquiétudes sur ce que va être le niveau de l'investissement productif dans ce pays pour les années qui viennent. Parce que la combinaison d'un taux d'impôt sur les sociétés qui est 1,5 fois la moyenne européenne, d'un taux d'imposition des plus-values qui est 2 fois la moyenne européenne, de déclarations, je dirais, dépassant parfois la pensée de leurs auteurs sur un certain nombre de situations spécifiques, tout ceci ne crée pas, sans y ajouter un certain nombre de projets qui sont encore évoqués, tout ceci ne crée pas les conditions d'un environnement que les anglo-saxons appellent business friendly. Voilà. Laurent Thévenin, les Échos, comment appréhendez-vous la réforme qui va généraliser la complémentaire santé d'entreprise, notamment le fait qu'elle maintient le principe des clauses de désignation a priori plus favorables pour les institutions de prévoyance? Alors, je crois d'abord qu'il faut placer cette réforme dans le contexte de la négociation qui s'est déroulée entre le MEDEF, entre le patronat, et entre ceux des syndicats qui sont signataires de l'accord. Et un accord, c'est forcément un équilibre. Donc ce sont forcément des avancées et des concessions de part et d'autre. La contrepartie d'une flexibilité plus grande, notamment sur les processus d'ajustement d'effectifs ou de restructuration, dans cet accord, elle est l'extension d'un certain nombre de garanties à des salariés qui n'en bénéficiaient pas ou qui en bénéficiaient de manière différente. De ce point de vue, comme assureur et comme
je dirais à la fois observateur et acteur de long terme de ce qui se passe dans l'économie française, nous considérons que cet accord est un bon accord. Parce qu'une flexibilité plus grande s'accompagne d'une couverture sociale qui est meilleure. Alors maintenant, dans l'exécution, il y a deux sujets. Quelle sera la nature exacte de la transposition et qu'en sera-t-il des clauses de désignation? Nous avons, comme tout le monde, écouté avec beaucoup d'attention le président de la République quand il a encouragé les partenaires sociaux à négocier, je dirais, pris l'engagement moral et public d'une transcription littérale des accords. Donc nous attendons, nous espérons le respect de cet engagement. Sur les clauses dites de désignation, ce que nous souhaitons dans cette affaire, c'est la transparence et la concurrence. La transparence dans la manière dont la couverture va être étendue et la concurrence entre les acteurs susceptibles de la donner. Si ces clauses de désignation devaient être des clauses, comment dirais-je, aboutissant à des situations monopolistiques verrouillées, ceci ne nous semblerait pas aller ni dans le sens de la transparence, ni dans le sens de l'intérêt général. Parce que je ne crois pas que des situations quasi monopolistiques ou monopolistiques et non transparentes soient le meilleur moyen ni d'améliorer les prix, ni de créer la bonne qualité de service. Voilà. Bonjour, Noémie Serve du Wall Street Journal, Dow Jones. J'avais une question sur les économies de coûts. Vous dites avoir identifié 200 millions d'euros d'économies potentielles. D'où vont venir exactement ces économies? Vous parlez également d'un investissement d'1,2 milliard d'euros. À quoi correspond cet investissement? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qui explique le redressement de l'activité aux États-Unis et de l'activité d'asset management? Très bien. Je vais proposer à Véronique Vell de répondre sur la question des économies et des programmes d'investissement. Et Denis, est-ce que tu veux prendre la question américaine? Donc, si vous vous souvenez, quand nous avons annoncé notre plan d'économie, on avait 1,5 milliard d'économies, 0,4 sur les coûts d'acquisition en PNC et 1,1 sur les expenses administratives. Ce que nous avons vu, c'est qu'au cours de notre travail, nous voyons que nous avons identifié, à travers un certain nombre de leviers qui sont l'informatique, les achats et les opérations, des montants qui sont supérieurs. Et si nous regardons ce que nous avons fait en 2012, nous avons fait un peu plus de 400 millions, ce qui fait à peu près 425 millions. Sur ce chiffre-là, nous avons 337 millions qui sont en coûts d'acquisition PNC et en coûts administratifs. Et à partir de ce moment-là, nous avons aussi regardé nos activités vie. Et nous nous sommes aperçus que nous avons aussi des opportunités pour réduire nos coûts d'acquisition en vie. Et nous avons atteint à peu près 80 millions cette année. Donc je pense que ce qui est important, c'est que nous gardons nos leviers, les achats, l'informatique, et tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire nos activités d'offshoring, nos activités de re-engineering de nos opérations. Et puis nous regardons aussi nos coûts d'acquisition en PNC et nos coûts d'acquisition en vie. Et ça nous permet effectivement d'avoir un objectif d'1,7 milliard et d'avoir fait en 2012 à peu près 420 millions d'économies. Si je regarde maintenant les investissements, Denis l'a mentionné dans sa présentation, nous avons un plan d'investissement d'environ 1,2 milliard. Si je regarde sur les 1,2 milliard, nous avons à peu près 1,1 milliard en technologie. Et Nicolas l'a très bien exprimé, nous voulons nous renforcer dans toutes nos activités de digital et de multi-accès. Pourquoi? Parce que le client veut pouvoir avoir une relation avec sa compagnie d'assurance différente, parce qu'il a déjà ses habitudes de
de dialogue avec d'autres industries, que ce soit la musique, les journaux, la banque, et donc nous voulons pouvoir offrir à ce client ces opportunités-là. Donc nous avons décidé d'investir de manière relativement importante, à peu près 200 millions, un peu plus de 220 millions en investissements qui sont particulièrement concentrés sur le digital, et nous le faisons à la fois avec nos réseaux de distribution. Nicolas a donné un exemple qui est, nous voulons effectivement pouvoir donner des outils beaucoup plus performants à nos distributeurs. Nous voulons également permettre à nos clients d'avoir une interaction avec nous sur le plan des activités de service qui sont beaucoup plus flexibles, et de diminuer effectivement à la fois les papiers, les documents papier que nous lui envoyons, et puis aussi proposer aux clients la possibilité d'acheter en ligne, ou éventuellement d'avoir aussi un conseil avec son agent. Donc sur les 1,2 milliard, 1,1 milliard en technologie, 220 millions en digital par exemple. Sur la gestion d'actifs, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le fait que les résultats opérationnels progressent de 14%, ça vient de, bien que les revenus, donc le chiffre d'affaires, ait baissé de 3%, les dépenses ont baissé plus que le chiffre d'affaires, elles ont baissé de 5%, et c'est cet effet de ciseau favorable entre les recettes et les dépenses qui permet d'avoir une bonne progression du résultat. Sur les États-Unis, vous vous rappelez qu'on a eu depuis 2008 des difficultés avec nos activités dites de variable annuities. Ces activités nous avaient causé en 2011 encore des pertes de 325 millions d'euros. En 2012, on a ramené ces pertes à 28 millions d'euros et on a pris un certain nombre de décisions concernant le renforcement des provisions techniques liées à l'évolution du comportement des assurés, qui nous font penser que le risque de renforcement ultérieur de réserves est devenu maintenant beaucoup plus éloigné. Question? Oui. Je ne sais pas où est le micro, où vous voulez. Il faut juste bien... Oui, pardon, allez-y. Allez-y. Christian Schubert, Frankfurter Allgemein, excusez-moi. Une question sur Allemagne. Le résultat opérationnel dans l'assurance vie, je crois, a fortement baissé. Pourquoi? Et pourquoi et en général, votre plus grand concurrent, Allianz en Allemagne, comment vous comparez aujourd'hui avec eux? D'accord. Jacques, tu veux répondre sur la baisse du résultat de l'Allemagne? Oui, j'ai pas beaucoup d'éléments précis. Je crois que un petit peu. Je crois qu'une partie est liée au fait que nous avons en Allemagne aussi une activité variable annuity où nous avons eu cette année-ci un certain nombre d'éléments négatifs liés à la volatilité plus grande des marchés au niveau des taux d'intérêt. Je crois que c'est ça principalement qui est l'explication pour la baisse de notre résultat, parce que pour ce qui concerne les activités autres, tout le reste de notre activité vie, les résultats sont plutôt en stabilité par rapport aux années antérieures. Je crois que pour le reste, si vous voulez, et je dois signaler que ces activités de variable annuities ont été interrompues, donc il n'y a plus de new business, plus d'activités nouvelles, mais c'est donc un portefeuille d'actifs existants qui ont été vendus au cours des années précédentes. Pour le reste, je dirais notre activité en Allemagne reste ce qu'elle a été, avec un focus, avec une priorité, comme dans les autres pays, sur la prévoyance et la santé d'une part, et d'autre part sur les activités en unité de compte. Alors, sur la comparaison avec Allianz, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais en quelques mots, ce que je pense que l'on peut dire, Allianz est encore un groupe qui est plus gros que nous en assurance dommages, mais l'écart se comble petit à petit. En 2000, le chiffre d'affaires dommages d'Allianz était de l'ordre de 40 milliards d'euros, le nôtre de 16. En 2012, je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, mais leur chiffre d'affaires est toujours aux alentours de 40 milliards d'euros en dommages, le nôtre est de 30. Nous avons une taille comparable, nous sommes un peu plus gros en assurance vie. Ils ont mieux performé que nous en gestion d'actifs sur les dernières années parce que le choix qu'ils avaient fait avec PIMCO d'un gestionnaire essentiellement obligataire a porté ses fruits mieux que n'ont porté leurs fruits nos stratégies d'investissement dans le développement de sociétés de gestion d'actifs qui étaient plus orientées vers la gestion action. Mais les deux groupes
ont des expositions géographiques qui sont proches. Il y a des différences ici et là, mais qui ne sont pas des différences extraordinaires. Vous observerez que le ratio combiné des deux groupes en assurance dommage est inférieur à 100, ce qui veut dire que ces deux groupes gèrent leurs affaires dommages avec une vraie rigueur. Vous observerez enfin que sur les grands sujets industriels de réglementation, nous avons des approches très voisines et que l'approche d'Allianz sur Solvency II est très en phase avec la nôtre. Oui. Question suivante, oui. Bonjour, Iman Asgid, j'ai vu Média, en fait, Easy Bourse, j'aurais 3 éléments d'information à vous demander. Concernant les fonds euros, est-ce que aujourd'hui justement les personnes qui s'occupent de la distribution des produits d'AXA ont pour consigne de ne pas justement en fait proposer éventuellement ou d'éviter de proposer ces fonds euros en question. Vous expliquez cette désaffection essentiellement par la baisse des taux d'intérêt ou le niveau bas des taux d'intérêt, à dire que demain, si justement ces taux venaient à augmenter, ben du coup vous changeriez éventuellement d'orientation par rapport à ces produits. Est-ce que vous alimentez des craintes quant à votre activité dans les pays d'Europe du Sud et en particulier éventuellement en Italie? Et puis troisième chose, vous dites que aujourd'hui l'environnement en France n'est pas business friendly. À ce stade de l'année, en fait, quelles sont vos appréhensions, vos craintes éventuellement sur ce qui pourrait se passer et vos préconisations en conséquence? Ok. Alors sur la première question, la réponse est extrêmement simple. Je veux dire, ce que nous demandons à nos réseaux de distribution, c'est de rendre le meilleur service possible aux clients en fonction de ce que sont leurs besoins. Et comme l'a dit Jacques de Vaucleroy tout à l'heure, il n'y a pas de réponse binaire. Parce qu'il y a des situations patrimoniales, des situations d'épargne, dans lesquelles les fonds en euros restent une bonne solution, ou dans lesquelles avoir une partie de son épargne en fonds en euros reste une bonne solution. Ce que nous faisons simplement, c'est que nous essayons d'analyser ce que sont les besoins de nos clients, et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que quand les clients ont une épargne significative et que cette épargne-là pourrait être investie sur le long terme, il y a peut-être des classes d'actifs plus attractives que les fonds en euros, dont le rendement du fait de la baisse des taux d'intérêt sur les marchés est un rendement plus faible qu'autrefois. Voilà la réponse à la première question. Donc les réseaux, ils agissent en fonction de ce qu'est le meilleur conseil possible à donner aux clients, parce que c'est d'ailleurs le seul moyen et la seule raison de conserver ses clients dans le long terme. Sur les pays d'Europe du Sud, je vais peut-être vous surprendre, mais non, nous n'avons pas d'inquiétude particulière. Nos activités peuvent dans certains endroits souffrir un peu de la crise, notamment en Espagne, où notre activité reste profitable, mais où notre chiffre d'affaires recule, parce qu'un certain nombre de nos clients qui ont moins de moyens demandent moins de garanties. Mais ce que nous constatons sur l'Italie, sur l'Espagne, c'est que ce sont des pays qui ont abordé avec courage et qui sont en train de mettre en place avec beaucoup de courage les réformes structurelles qui sont nécessaires pour faire repartir la croissance. Et donc, sur le moyen terme, nous n'avons pas d'inquiétude sur ces pays-là. Voilà, sur la situation française, je crois que j'ai déjà commenté, donc je ne rajouterai rien. On va prendre une dernière question, parce qu'après, Emmanuel me fait signe qu'il faut arrêter. Deux, voilà. Deux rapidement, allez-y. Bonjour, Giuliana Licini de l'agence de presse Radio Corps. Est-ce que vous êtes intéressé aux activités que Unipolsai va vendre en Italie? Est-ce que vous allez présenter une offre? Nous n'avons rien à rajouter aux déclarations multiples que nous avons déjà faites sur ce sujet. C'est-à-dire? Vous les connaissez puisqu'elles sont multiples. Oui. Bonjour, Delphine Deschaux pour Challenge. Je voulais revenir sur la question des taux d'intérêt. Donc vous avez bien montré que l'hypothèse d'une remontée graduelle des taux était une bonne nouvelle. Celle en revanche d'une remontée brutale et inattendue ne le serait pas sans doute. Est-ce que c'est une hypothèse tout à fait fantaisiste ou est-ce que vous la prenez en compte et qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour vous protéger de ce scénario? Et puis sur les pays émergents, donc le slide 12, vous montrez que la contribution des marchés et segments à forte croissance a beaucoup augmenté. Si on ne prenait que les marchés émergents, en enlevant donc les nouvelles activités, quels seraient ces chiffres? Et puis
point, donc pour Jean-Laurent Granier, vous dites que AXA est maintenant numéro 1 des assureurs internationaux en Asie, je crois. Quelle est la part de marché dans cette zone où les compagnies nationales sont très dominantes? Merci. Alors sur la première question qui est celle des taux d'intérêt, franchement l'histoire financière récente montre que aucun scénario n'est jamais exclu. Alors quand je dis qu'une hausse brutale serait moins favorable qu'une hausse graduelle, c'est d'ailleurs plus pour l'économie en général que pour nous en particulier, parce que ça risquerait de provoquer un certain nombre de tensions et de bouleversements. Une hausse graduelle, quand les choses se passent progressivement, en général, il y a moins d'accidents, moins de volatilité. Comme Denis Duverne vous l'a rappelé, la meilleure protection que nous avons contre des accidents de ce type, c'est la qualité de notre gestion actif-passif et l'existence d'un écart de duration qui est un écart qui est faible. C'est-à-dire que nous gérons nos actifs en fonction de ce que sont nos engagements sur le passif. Et c'est un indicateur que nous suivons de façon dynamique. Voilà. Oui, alors on a également, on a des programmes de couverture, comme le rappelle Nicolas, mais sans rentrer dans le détail, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes relativement sereins. Jean-Laurent, est-ce que tu veux répondre sur l'exposition émergente? Oui, alors comme ça a été dit, nous avons une part dans le chiffre d'affaires, notamment PNC, qui est de plus de 20% maintenant venant des marchés émergents. C'est notamment lié au fait que nous avons changé de taille en Asie. Nous avons dans le chiffre d'affaires consolidé une progression de 11% de la partie qui vient de l'Asie. Si on rajoute un certain nombre d'autres activités sur lesquelles nous avons des participations minoritaires, la progression de l'Asie est encore plus forte et de l'ordre de 20%. Nous sommes aujourd'hui numéro 1 dans les marchés émergents dans plus de 10 pays. Et si on s'intéresse spécifiquement à l'Asie, nous sommes numéro 1 à Hong Kong, notamment, grâce à l'acquisition d'HSBC qui a complété les activités que nous avions. Et nous sommes numéro 2 à Singapour, mais proche du numéro 1 et avec également une bonne dynamique. Donc nous sommes bien positionnés sur toute une série de marchés dont le taux d'équipement en assurance en général laisse espérer encore une progression substantielle dans les années qui viennent et dont la profitabilité s'améliore chaque année. C'est pour ça que l'Asie constitue pour notre activité en dommages probablement un réservoir de croissance et de profitabilité pour les années qui viennent. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Nous allons arrêter là. Bonne journée.